7 degrés 22 de latitude nord et 103 degrés 18 de longitude est. Cap 166 degrés, vitesse 16,5 nœuds. De faibles rayons lumineux ont été observés. Ces rayons semblaient se déplacer à travers ou sous l'eau et venir d'une direction 210 degrés, s'étendant dans une direction 120-300 degrés. Ils disparaissent. Le bateau a une allure de 3 nœuds par seconde. À 19h10 GMT, les rayons parallèles sont devenus des lignes courbes, tournant autour d'un centre, qui semblait se trouver sur l'horizon, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le centre était sur 210 degrés. À 19h13, donc là on a passé 3 minutes, les rayons se sont brouillés et à 19h16 GMT, un autre groupe de rayons est apparu, mais cette fois sur bâbord avant. Ces rayons étaient incurvés mais tournaient dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre, autour d'un centre situé apparemment sur 120 degrés. À 19h21 GMT, les lignes sont devenues moins définies. Elles ont un mouvement plus lent et elles passaient très près du bateau au rythme de 2 par seconde. Ainsi, à 19h26 GMT, les rayons ont complètement disparu. Le sondeur était branché, mais n'a indiqué que la profondeur prévue, sans variation. Vent de nord, à ouest, force 1, pas de houle, mer ridée, baromètre 755,9 mm. Température sèche 29 degrés, humidité 26 degrés, mer 30 degrés 5. En guise de contraste, et pour faire ressortir ce qui est sans doute le fait le plus important, j'aimerais reproduire les extraits d'un article paru dans le United States Naval Institute Proceedings, de la plume du commandant J.R. Bolder, de l'USNR. Mon bateau venait de franchir le détroit d'Ormuz, à la destination de l'Inde. La nuit était claire et belle. Le second maître m'a appelé sur la passerelle, disant qu'il avait observé quelque chose que je devais voir. Environ 4 quarts, c'est-à-dire 45 degrés sur le bâbord avant, vers la côte d'Iran, il y avait une bande lumineuse qui semblait palpiter. Son aspect suggérait une aurore boréale, mais beaucoup plus bas, sous l'horizon en fait. L'examen à la jumelle a montré que la zone lumineuse se trouvait nettement en dessous de l'horizon dans l'eau et se rapprochait du bateau. À l'approche de ce phénomène, il devint apparemment que les pulsations semblaient partir du milieu de la bande et onduler vers les extrémités. À une distance d'1 mille environ du bateau, ce phénomène est apparu de forme vaguement circulaire, d'un diamètre de 300 à 450 mètres. Les pulsations étaient visiblement causées par un mouvement rotatif de tout l'ensemble autour d'un centre assez mal défini, avec des rayons lumineux comme des faisceaux, des projecteurs, partant du centre et tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme les rayons d'une roue gigantesque. Pendant plusieurs minutes, le bateau a occupé le centre approximatif du phénomène. Des bandes de lumière légèrement courbes sont passées rapidement à bâbord, de l'avant jusqu'à l'arrière et sur tribord de l'avant. La luminosité rendait très visibles les superstructures. Les bandes luminescentes semblaient passer sur un point donné toutes les demi-secondes environ. Comme on peut l'imaginer, l'effet était étrange et impressionnant. À l'extrême, le bateau semblait occuper le centre d'un énorme soleil de feu d'artifice, dont les rayons phosphorescents pivotaient rapidement autour du navire, servant de moyeu. Le moyeu central du phénomène s'est approché graduellement du flanc tribord et il est passé sur l'arrière, devenant de plus en plus lointain sur le quart tribord. Alors qu'il était encore en vue à plusieurs milles sur l'arrière, et apparaissant à ce moment comme une bande de lumière palpitante, une répétition de cette manifestation s'est produite sur tribord avant. Elle couvrait une surface un peu plus petite que la première et était moins brillante. Alors son centre est passé lentement à l'arrière sur tribord, le schéma de rayons lumineux pivotant nettement défini. J'ai eu l'impression que l'illumination était causée par la phosphorescence naturelle de l'eau, périodiquement stimulée par les ondes d'énergie régulières. La forme de soleil, entre guillemets, et des rayons, entre guillemets, bien définis, les révolutions autour du centre et la vitesse par laquelle chaque bande de lumière traversait l'eau, tout interdisait de penser que ce phénomène puisse être provoqué par des bancs de poissons, des dauphins ou autres causes semblables. Donc là, il exclut la cause biologique, j'ai envie de dire, du milieu maritime. C'est déjà extrêmement précis. Hein. Enfin, ouais, je ne voulais pas trop rentrer dans le détail, parce qu'il est long, mais il est intéressant ce témoignage. Hein, je continue peut-être. Alors, environ une demi-heure plus tard, une troisième répétition de cette manifestation a été observée. Les caractéristiques générales, direction de la rotation, etc., étaient les mêmes, mais celle-ci était beaucoup plus petite et moins brillante. Son diamètre n'excédait pas 250 à 300 mètres. Et comparée aux deux autres, elle n'était pas impressionnante. Elle a été observée pour la première fois, beaucoup plus près du bateau que les autres. J'ignore si c'était parce qu'elle était moins brillante ou parce que la manifestation a commencé à se produire beaucoup plus près. La première chose qui frappe,
c'est que ces prétendues routes de lumière, donc là entre guillemets, hein, routes de lumière, hein, bon, il essaye le gars de donner une image à ce qui a été vu, hein, ne sont pas du tout des roues, mais plutôt des soleils, comme sur l'ancien drapeau japonais. Cependant, certains rapports indiquent que les rayons, au lieu de se déployer en quittant le moyeu, comme tous les autres types de faisceaux lumineux, à part les rayons laser, semblent demeurer en forme de bande parallèle. Deuxièmement, ces lumières sous-marines paraissent avoir un point d'origine défini. Troisièmement, ce point d'origine semble invariablement se déplacer, comme dans le rapport du commandant Bolder. Parfois, ce centre, ou l'œil si vous préférez, passerait sous un navire. Et, si sa déclaration ne m'induit pas en erreur, il resterait un moment se déplaçant apparemment avec le bateau. Il faut comprendre, avant tout, que ces manifestations ne sont pas des roues de lumière, car qui a jamais entendu parler d'une roue sans jante? Ce sont plutôt des ensembles de rayons qui pivotent ou tournoient horizontalement autour d'un centre diffus. Entre parenthèses, plusieurs rapports révèlent que ce centre n'est pas plus brillant que les rayons, mais assez flou et presque indéfini. C'est intéressant. Personne ne semble avoir remarqué les extrémités extérieures de ces rayons. Ils s'estompaient, diminuaient d'intensité, plongeaient ou cessaient net. Mais revenons à l'arrière. Je vais essayer de vous tracer un portrait robot de ce que ces marins chevronnés ont rapporté depuis, tenez-vous bien, plus d'un siècle. Donc en fait plusieurs témoignages. Hein. Le plus souvent, quelque chose comme une lumière palpitante apparaît sur l'horizon, ou entre le bateau et l'horizon. Peu à peu, cela se résout à une pulsation, mais à une série de rayons de lumière intenses qui pivotent apparemment juste sur la surface de la mer. Dans quelques cas, les témoins vont approcher une énorme tache ou une masse lumineuse. Quand elle est tout près, les rayons en jaillissent et commencent à tourner. Et dans plusieurs cas, plus d'une manifestation s'est produite en même temps ou à la suite, dans ce dernier cas, elle semble toujours diminuer de volume. En ce qui concerne la taille, il y a d'importantes variantes. Beaucoup d'officiers de la marine ont rapporté qu'observant la jumelle de la passerelle de leur bateau, les moyeux étaient sous l'horizon, mais les rayons balayaient quand même leur coque, et dans la plupart des cas, semblent être passés dessous ou filés très loin vers l'horizon opposé. Donc là, c'est un des cas. Il en dénote quelques-uns. Je vais arrêter avec ce bouquin, parce que je veux dire le bouquin, c'est pas le but de lire un livre. Et donc, là, c'est une piste hein, avec ce livre. Mais heureusement, on a réussi quand même à en récupérer quelques autres. Et avant cela, je vais peut-être faire une petite coupure ufologique. Et ça, c'est un article donc, qui est disponible sur le site Investigation Océanographique Iwani, que je vais vous lire, ainsi pour faire comprendre qu'est-ce que l'homme a conçu, hein, on va dire jusqu'à notre époque, et ce qui existe, que ce soit en manœuvrabilité, en vitesse, l'investigation elle est là. Moi, c'est ce qui m'intéresse. On en est où aujourd'hui? Alors là, quand on lit les choses qui datent de 1890, de 1900, ou des fois même avant l'ère mécanique, on peut là tout de suite exclure que ces choses soient faites par l'homme. Ou alors j'ai loupé un épisode. Ça, c'est un point. Alors, le tout, c'est d'être crédible. Alors, cet article-là que je vais vous lire, il va peut-être être un peu barbant pour les ufologues, mais il a tout son sens si on veut comprendre un petit peu comment on évolue et faire une recherche. Il faut prouver qu'on fait des recherches. Alors, donc, j'ai fait un petit condensé, c'est des sources, hein, je me suis servi de sources, et j'ai fait une petite synthèse des recherches qui sont très rationnelles, qui peuvent être barbantes, mais pour moi, ont lieu d'être. Et ainsi, on pourra effectivement rassembler des éléments, essayer d'avancer dans notre truc, quoi. Puisque les ovnis ou les objets aquatiques non identifiés, ils existent. Parce que littérairement parlant, ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est. Moi, je ne vous parle pas d'Independence Day, je ne vous parle pas de Battleship, je ne vous parle pas de ces films de science-fiction qui se servent néanmoins de trucs existants, soit en avancée scientifique, soit en témoignage, des fois les deux. Puis après, il y a des romances qui est brodée autour, et voilà. Donc moi, je ne vous parle pas de trucs abracadabrants, on parle d'objets volants non identifiés ou d'objets aquatiques non identifiés, c'est un fait. C'est-à-dire, à partir du moment qu'on ne sait pas ce que c'est, il faut appeler un chat un chat. C'est pas identifié, c'est inexpliqué.
Voilà, on ne parle pas de paranormal, on ne parle pas de choses. Après, ça n'interdit pas à chacun de se faire son opinion, ça n'interdit pas de dire, eh ben, moi je trouve plus que c'est des trucs humains mais secrets, puis d'autres vont dire, ben non, c'est extraterrestre, d'autres vont dire que ce sont des êtres subaquatiques, les autres, des voyageurs du temps, pourquoi pas. Mais après, ce sont des théories, moi j'en ai 50, elles sont toutes démontables. Mais il y en a une qui peut être validée, et ça c'est intéressant. Mais avant de faire des théories et les exposer pour que quelqu'un fasse des recherches sérieuses, il faut déjà qu'on montre ce qui existe. Donc je vais lire ce passage. Voilà. Donc la recherche ufologique, donc le texte c'est moi qui l'ai fait, hein, concerne principalement les ovnis, UFO, ou objets volants non identifiés, voire les PAN, phénomènes aériens ou aérospatiaux non identifiés. Mais en cherchant, on trouve une catégorie pratiquement ignorée, du moins inconnue du grand public, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, est celle qui vient du milieu marin et concerne les OANI, objets aquatiques non identifiés, ou USO en anglais, pour une définite submerged object. Excusez-moi pour mon anglais, je suis nul. Mais bon, chacun quand même comprendra. Les formes observées de ces mystérieuses choses sont relativement semblables aux ovnis. Sphères, triangles, anneaux, soucoupes, etc. Dont certains, il y aurait des OSNI, objets sous-marins non identifiés. Des témoignages existent dans ces cas également. Donc là, on a vu tout à l'heure, j'en ai cité un et deux, qui c'est dans ce truc. C'était le Capitaine Nemo. Nous savons que notre planète bleue, surnommée ainsi, doit ce surnom en raison que 70% de la surface de notre planète, la Terre, est recouverte d'eau. Ça, c'est déjà la base. Hein? Je veux dire, c'est le solvant qui va donner des vies organiques, et n'en déplaise, mais nous-mêmes, l'être humain, je suis peut-être un peu rétrograde en disant ça, mais pour moi, nous sommes des êtres aquatiques qui vivons à la surface. Parce que je sache, le bébé, il est 9 mois dans du liquide, le liquide amniotique dans le ventre de sa mère. Donc quelque part, on est un petit peu marin, même si effectivement, nous vivons dans l'ambiance de l'atmosphère en surface. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et d'ailleurs, les scientifiques, quand ils recherchent des traces de vie, ils sont bien fixés sur l'eau. Hein? Il y a 2 ans à peine, enfin un peu plus de 2 ans plutôt, on nous disait qu'il n'y a pas d'eau sur la Lune. Maintenant, on a vu qu'avec la NASA, certes on n'a pas découvert des océans, mais il y avait quand même des traces de glace. Donc l'eau finalement, elle est partout dans l'espace. Elles arrivent sur certaines planètes grâce aux comètes qui viennent du fin fond de l'univers, la ceinture de Kuiper, le nuage d'Oort. Là, c'est intéressant, je vais faire une petite parenthèse. Voyager 1, qui est envoyé en 1977, arrive, d'après la NASA, ils n'ont plus qu'une confirmation, qu'on aura dans 2 mois ou dans 2 ans, enfin qu'on aura, eux, ils auront, on va voir ce qu'ils vont diffuser. Et là, il va rentrer dans ce qu'on appelle l'héliopause, c'est-à-dire le système interstellaire. Donc, on va quitter le système solaire. Hein? Le système solaire, c'est quoi? Hein? C'est une étoile qui réchauffe, et puis des planètes et des satellites qui orbitent autour. En gros, je caricature, mais en gros c'est cela. Et là, on va quitter le système planétaire pour aller dans l'inconnu. Parce que finalement, on est dans des théories, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais n'empêche que, enfin, on ne sait pas. On sait qu'il y a certaines choses, dont ces fameux objets, les géocroiseurs, astéroïdes et comètes, et qui percutent de temps en temps la Terre. Et puis alors, ça va de la simple bille jusqu'au gros truc, hein. Ou alors d'autres planètes comme Jupiter. Jupiter avait subi le Shoemaker-Levy 9, d'ailleurs le bombardement par un astéroïde. Mercure est constamment bombardé, enfin constamment, pratiquement tout le temps bombardé. Donc il suffit que ces corps célestes bombardent une planète, on va dire, identique, qui a la chance d'être dans la bonne proportion de son étoile, pour qu'il y ait de l'eau à l'état liquide, et il pourrait y avoir une forme de vie organique. De là est née une discipline en américain d'astrobiologie, pour les Français l'exobiologie. Et je vais sur ce genre de site, en France, la Société française d'exobiologie,